Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Aujourd'hui, je reçois Benoît Thierry, 49 ans et dirigeant du cabinet Thierry Immobilier. J'avais très envie de découvrir l'histoire de ce cabinet nantais emblématique et les raisons de son succès. Car en quelques années, Thierry Immobilier est devenu une entreprise très dynamique dans la région, mais également un acteur incontournable sur son secteur. En parlant avec Benoît, j'ai découvert l'histoire de ce cabinet et à travers celle-ci, celle de sa famille, puisque ce dernier a été fondé en 1924 par Adrien Thierry, l'arrière-grand-père de Benoît. Pour autant, travailler dans l'immobilier n'était pas le rêve de Benoît et c'est suite à sa rencontre avec Vincent Cavé, son associé, qu'il rejoint le cabinet en 2008 pour devenir la 4e génération à prendre part à cette aventure. Et quel dirigeant! Humble, réfléchi, engagé, Benoît est un homme aligné dont le discours est plein de bon sens et tourné vers l'innovation. À travers son parcours et ses ambitions, on comprend les clés de cette success story familiale qui emploie désormais un peu plus de 150 collaborateurs sur Nantes et sa région. Alors bonjour Benoît. Bonjour Éléonore. Bienvenue sur Rayonnante, merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. On va parler du coup du cabinet Thierry Immobilier que tu diriges aujourd'hui avec tes 2 associés. On se trouve dans vos locaux, dans le centre-ville de Nantes. Et puis on va commencer par parler finalement de l'histoire du cabinet. Donc raconte-nous un peu l'origine de cette histoire familiale. Alors ça a été créé en 1924 par Adrien Thierry. La copropriété n'existait pas à l'époque, ni la gestion locative, donc il a démarré par du fermage. Parce qu'il était ingénieur agronome, s'occupait des relations entre les propriétaires bailleurs déjà et les exploitants de fermes, donc les agriculteurs et les fermiers. Ça a duré quelques décennies. Puis son fils est arrivé, Bernard Thierry, dans les années 40-50, toujours du fermage. Et puis finalement, à nouveau déjà, on va aller vite, hein, mon papa arrive. Et puis, alors lui, pas ingénieur agronome. Donc, effectivement, il s'est dit, déjà, premier virage, besoin de changer de stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, décision avec son papa et lui-même de passer sur de la gestion locative et de la copropriété, avec le régime de la copropriété qui s'est créé dans les années 67 exactement. Voilà, donc ça, c'était 3e génération. Son papa, malheureusement, est décédé très vite, au bout de 2-3 années. Donc, il était seul quelques années. Il a fait appel à ma maman. Donc, ma maman a travaillé 2-3 ans dans le cabinet. Alors, il y a peu de personnes qui le savent, mais c'est rigolo de le dire. Et il a attendu que son frère, Yvan Thierry, finisse ses études. Et donc, du coup, ils ont développé vraiment l'entreprise dans les années 70, 80, 90, 2000. Et donc là, c'était 2 frères. D'accord. Et alors quand est-ce que l'entreprise s'est installée à Nantes? Depuis le début. Depuis le début. Ah oui, depuis le début. Dès l'activité de fermage. Exactement. Ok. Et alors toi, Benoît, donc tu as une maîtrise de Sciences Éco, un Oui. DESS de marketing. À quel moment de ton parcours, finalement, tu as décidé de rejoindre cette entreprise familiale? Alors, c'était pas écrit. Je pense que ni mon papa ni mon oncle n'avaient décidé pour leurs enfants qu'il y ait une reprise familiale. Ça a été finalement une opportunité, une envie des 2 côtés. Moi, ma maîtrise de Sciences Éco s'est faite à Nantes, un DESS de marketing à Toulouse. Je suis parti faire mon service militaire en coopération, ça s'appelait CSNE à l'époque, et j'ai travaillé dans le groupe Accor. À Londres, un petit peu en Irlande, et c'était plutôt de la communication, plutôt du marketing et de la qualité. Voilà, pendant à peu près 2 ans et demi. Et c'est seulement à la fin de ces 28-30 mois à Londres où mon papa me dit, tiens, j'ai embauché un jeune collaborateur, Vincent Cavé, on y reviendra, ça serait intéressant que tu puisses le rencontrer, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais finalement, je pense, avant cette rencontre avec Vincent Cavé, avant moi d'avoir fini et mes études et quelque part ma première expérience professionnelle, il n'y avait rien d'écrit. Alors, j'avais fait des stages ou des CDD l'été, service location, gestion, mais il n'y a pas une volonté coûte que coûte à faire de l'immobilier. Je n'ai pas fait une maîtrise de Sciences Éco parce que je voulais faire de l'immobilier. J'ai fait une maîtrise de Sciences Éco parce que je ne savais pas quoi faire. Et alors petit, tu rêvais de faire quoi? Alors je crois que mon vœu le plus cher à une certaine époque, ça a duré quelques années, c'était professionnel de tennis. Ah oui. Donc ça avait à peu près rien à voir. Je sais pas, est-ce que c'était pour le voyage, est-ce que c'était pour le challenge? Et finalement, bon, j'étais plutôt pas mauvais au tennis, mais clairement pas suffisamment pour envisager une carrière internationale. Voilà.
Et alors, donc, tu nous racontais que voilà, tu étais pas forcément destiné à reprendre les rênes de l'entreprise, que c'est arrivé suite à une discussion avec ton papa. Quand est-ce que exactement tu as rejoint l'entreprise et quand tu as pris ces fonctions-là, dans quel état d'esprit tu te trouvais? Qu'est-ce que tu souhaitais insuffler à Alors, ce c'est moment-là? projet de vie professionnelle et projet de vie personnel, puisque j'ai rencontré ma future femme en Angleterre. Et on s'est dit, finalement, après l'Angleterre, il y avait deux possibilités. Soit continuer à travailler chez Accor. Donc ça a été un choix de dire, tiens, on peut tenter une aventure à Nantes. Et puis le lien qui s'est bien fait avec Vincent, hein, je suis revenu de Londres une journée, on a passé toute la journée avec Vincent et on s'est dit, tiens, il y a des choses à faire. On est déjà complémentaires sur un métier qui déjà... Il y avait 4 métiers à l'époque, hein, il y en a toujours 4, hein, syndic de copropriété, gestion locative, location-vente. Vincent, lui, avait un profil très juridique, avec maîtrise de droit. Moi, finalement, plutôt communication, marketing, qualité. On voyait déjà qu'il y avait cette polyvalence possible. C'est dingue parce que tu parles de une journée, tu avais senti ça en une journée, quoi. Vous avez senti ça tous les deux On a aussi rapidement. senti qu'on pouvait s'entendre, on ne savait pas qu'on allait devenir associé, mais que finalement déjà les valeurs qu'on portait, je sais pas, de respect, déjà d'éthique. Je pense que quand on se marie, on va chercher avec son conjoint sans doute des valeurs communes, évidemment, parce que l'aventure est longue. Et quand on s'associe après, l'aventure peut être longue, hein. Nous, ça fait 20 ans que ça dure avec Vincent, un petit peu moins avec Laurent. C'est important d'avoir des valeurs et des bases communes pour avoir envie de développer l'entreprise sur les mêmes fondements et avec oui, la même éthique, je dirais. Et donc, on reviendra sur votre association, hein. Mais si je reprends donc sur l'histoire, quand vous vous êtes rencontrés, que vous avez échangé sur ces valeurs communes, sur ces ambitions pour l'entreprise, est-ce que tu te souviens quelles étaient ces ambitions à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. À l'époque, on devait être... Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise en 2000, on était 20. Et avec Vincent, on s'est dit, en fait, l'ambition, c'est de continuer à bien faire notre travail, une qualité de service, le respect des clients de façon finalement artisanale, comme aujourd'hui, sauf qu'on est un petit peu plus grand. Mais il n'y avait pas d'ambition en termes de chiffre d'affaires, il n'y avait pas d'ambition en termes d'offre de service. Voilà, c'était plutôt une prolongation, je dirais, avec une honnêteté intellectuelle, disant, voilà, on est la 4e génération, on a la chance effectivement que la 3e nous fasse confiance pour continuer. Voilà, c'était déjà pas mal. Donc ouais, une vision commune sur l'envie de développer l'entreprise et de la professionnaliser, je dirais. Et alors, vous avez pris les rênes de l'entreprise en quelle année? Alors, Vincent est arrivé en 96, moi en 2000. On a pu s'associer, là je parle capitalistiquement parlant, en 2001. Mon papa et mon oncle ont accepté qu'on prenne 10% des parts. Et là, avec Vincent, on s'est dit, on est 4 associés. On voyait déjà qu'on adorait le métier, peut-être pas suffisamment pour y passer nos nuits, nos samedis et nos dimanches. Et là, a germé l'idée de dire, on va passer de 4 à 2, et si on passait de 4 à 3 plutôt, pour continuer à développer et puis avoir, je dirais, un équilibre de vie. On en parle beaucoup aujourd'hui entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Et donc là, j'ai dit à Vincent, écoute, c'est une boîte familiale, je vais voir frères et sœurs ou cousins si quelqu'un pouvait être intéressé pour rejoindre cette aventure humaine. Et du coup, j'ai appelé mon cousin, Laurent Thierry, qui est le fils aîné de mon oncle. Il travaillait à l'époque à Paris chez Rank Xerox. Et on lui a dit avec Vincent, viens, on va discuter, comme j'avais fait finalement avec Vincent 4 ou 5 ans avant. Et puis on lui a dit, écoute, si tu viens, tu vas tester un peu tous les métiers, mais sache que dans l'association, c'est plutôt la copropriété que tu pourrais reprendre. Vincent était vraiment plutôt dédié gestion locative, moi plutôt transaction et l'émergence, je dirais, du développement de l'entreprise qui nécessitait d'avoir un regard sur ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctions support. La compta, la finance, la com, le marketing. Alors justement, on va parler un peu plus en détail du cabinet Benoît Thierry. Donc aujourd'hui, le cabinet, c'est 150 collaborateurs, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Vous intervenez sur Nantes et aussi dans la région, puisque vous intervenez à Saint-Nazaire, Guérande, Rennes et Dinard. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus en détail comment est organisé ce cabinet ? Alors, finalement, on a une croissance maîtrisée, ce qui est souhaité, hein. On a une croissance 5 à 10%. Seulement quelques années, on a une croissance à 2 chiffres. Donc, ce qui a permis de jamais brûler les étapes et de structurer au fur et à mesure l'entreprise. Donc, on a structuré l'entreprise au fur et à mesure de toutes ces fonctions support, RH, comptabilité, finance, juridique, informatique. Il y a 5 ans,
une chef de projet digital innovation. Voilà, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Assez, je dirais, c'est pas facile. On a eu la chance aussi de trouver souvent rapidement les bonnes personnes. Hein. On a parmi notre comité de pilotage, on l'appelle comme ça, 14-15 personnes, des responsables métiers, des responsables d'agence. Pour certains, comme Julien tout à l'heure, il est là depuis 20 ans, Hervé est là depuis 15 ans. Donc on arrive à fidéliser énormément les personnes clés de l'entreprise. Alors, on viendra sur la partie digitale, RSE que tu mentionnais. Auparavant, je voulais vraiment rester à parler finalement du secteur dans lequel vous évoluez, qui est quand même ultra concurrentiel. Et pour autant, vous êtes devenu une entreprise incontournable dans ce secteur, du moins dans la région. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce succès ? Alors, c'est le respect de ce qu'a fait le succès de l'entreprise depuis maintenant ces 4 générations. Un service de qualité, une écoute des clients, être proche de les clients et vraiment les respecter. Et puis finalement, il a fallu aussi un peu réinventer le métier, donc avec une approche plus digitale du service. Alors, comme un moyen. Et jamais comme une solution finale. On doit être présent pour répondre au téléphone aux clients, on doit être réactif pour répondre aux mails, être physiquement présent dans les copropriétés. Donc on a mis en place une application mobile qui permet à nos clients de déclarer des incidents plus vite et ça nous permet nous d'être plus réactifs, de dire à cette personne qui a déclaré l'incident c'est pris en charge et toutes les personnes qui ont téléchargé l'application voient que c'est pris en charge, ce qui nous permet de gagner du temps puisque les gens ne continuent pas à déclarer ce même incident. On a mis en place l'année dernière un chatbot, pas pour dire ne nous appelez plus, mais pour essayer de traiter 80% des questions qui sont plutôt, je dirais, simples, je dirais même basiques, de nouveaux clients qui ne connaissent pas forcément les enjeux de la copropriété, pour être à nouveau toujours très présent pour répondre à des questions plus complexes, plus comptables, plus fiscales. Donc effectivement, le digital comme un moyen et pas du tout comme une finalité. On ne sera jamais une entreprise 100% digitale. Ouais, on sent en t'écoutant que le digital est quand même un vrai enjeu. Et pour autant, vous avez quand même des agences physiques. Toujours. Vous en avez un peu moins d'une dizaine, c'est ça ? Il y a 8 sites. 8 sites, d'accord. Est-ce que finalement, c'est ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment est-ce que vous pensez justement cet écosystème ? Alors, les agences physiques, c'est vraiment pour être capable de bien recevoir les clients dans des petits salons. C'est-à-dire qu'on a aussi se dire finalement les bureaux, on avait envie de faire évoluer ce que pouvait apporter une agence physique à nos clients, de faire que ça soit un peu comme à la maison. Donc on ne les reçoit jamais aujourd'hui dans les bureaux des collaborateurs, mais toujours dans des petits salons pour que la discussion finalement soit aussi plus conviviale, plus sereine, plus discrète aussi. Est-ce que toute cette crise ne remet pas aussi un peu en cause le rôle de ces agences ? Je ne pense pas, non, la crise on sait c'est passager, pour moi je suis optimiste, c'est bientôt la fin. Après l'immobilier se digitalise, il y a des entreprises qui veulent aller à 100%. Moi je pense que les entreprises qui réussiront leur mutation, on va dire, technologique et digitale et clientèle, c'est ceux qui auront le mieux appréhendé le besoin du client sur sa besoin de rapidité sur des questions, pourquoi pas de chatbot ou autre, et puis son besoin de contact, toujours physique. On le voit aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Les gens reviennent du télétravail. Alors quand je dis ça, c'est ils reviennent du 100%. Les gens souffrent en 100% en télétravail. Donc demain, c'est ce qu'on a mis en place. On a respecté les demandes du gouvernement avec télétravail 4 jours ou 5 jours. Demain, les collaborateurs nous ont déjà demandé effectivement de faire plutôt une journée ou 2 journées de télétravail seulement pour garder le lien avec les collègues et garder le lien physique avec les clients, évidemment. Voilà. On reste des latins en France, donc le contact est important. Donc pensez l'agence vraiment un peu comme vous l'avez développé, plutôt comme un appartement, un lieu de vie où on se sent à l'aise, où on se sent en proximité avec son conseiller, et des outils digitaux au service finalement de cette relation, quoi. Au service des clients, pour qu'ils puissent parfois être plus autonomes, comme on fait finalement, là je dirais quand même intelligemment les banquiers bien longtemps avant nous. Moi je suis assez content quand je dois faire un virement d'un compte à un autre, de ne pas appeler là mon conseiller parce que finalement il sera peut-être pris par un autre client, ce que je peux comprendre, et donc du coup je le fais de façon autonome et je gagne du temps. Donc l'idée du digital, c'est faire gagner du temps à nos clients quand la question, la manipulation nécessite pas effectivement un homme ou une femme, et définitivement se gagner ce temps-là pour être disponible quand c'est important ou complexe. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez digitalisé alors ? Alors là, ce qu'on a dit, c'était effectivement toute la partie déclaration d'incident.
Donc là, on a travaillé avec une start-up lyonnaise depuis maintenant 5 ou 6 ans. Citizen Desk est développé sur tous nos immeubles. On a à peu près un taux de téléchargement d'environ 60%, parfois 95% sur certains immeubles. Le chatbot immobilier pour répondre à leurs questions. Là, via la crise sanitaire, bien sûr, on fait des assemblées générales, soit en vote par correspondance, soit en visio. On a été obligé évidemment d'accélérer avec la crise, donc ça c'était très bien, mais on y était préparé. Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui? Une innovation qui est pas technologique, mais finalement qui est très récente, et j'aime bien en parler, ça s'appelle Révèle ta copropriété. Révèle ta copropriété, c'est une innovation, on va dire vraiment tiers immobilier. On s'est donné un budget cette année de 25 000 euros. On a fait des appels à projets dans nos immeubles en disant aux copropriétaires et aux locataires, parlez-vous, discutez, faites émerger un projet et on va le soutenir en termes de logistique et financièrement. Il y a eu 25 projets en tout. On en a sélectionné 12 avec un jury interne et externe. On a fait appel à un promoteur, à des personnes de Nantes Métropole. Et ce qui a émergé, l'idée c'était de dire, on veut bien vous accompagner à partir du moment où ça va créer du lien social dans l'immeuble et à partir du moment où on va protéger, développer l'environnement et la biodiversité. Donc on est amené à collaborer et à financer des projets tels que des potagers partagés, vélo, mais atelier vélo. Donc on met en place aussi des partenariats. On répare son vélo, et donc c'est pas juste effectivement des racks à vélo et vous pouvez mettre vos vélos ici. On se fait accompagner des associations qui vont aider les habitants à réparer eux-mêmes leurs vélos. Alors du coup, on va parler un peu engagement, puisque du coup vous êtes une entreprise très solidaire via notamment les nombreuses actions RSE que vous mettez en place. Justement, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la mission que vous êtes donnée? Quels sont concrètement les engagements que vous prenez pour répondre à cette mission? Alors, on a retravaillé il y a quelques années avec nos collaborateurs sur les valeurs déjà. Il fallait se mettre d'accord. Elles ont émergé, s'engager, innover, viser l'excellence. Et finalement, on les porte aussi bien auprès de nos parties prenantes, dont font partie les clients, que nos collaborateurs. Ça, c'est un travail qui a été fait il y a quelques années. Et puis, il y a 1 an, 2 ans, on a retravaillé avec les COPIL, les membres du comité de pilotage, où on a retravaillé sur une sorte d'ambition, une sorte de raison d'être. Même si on n'a pas du tout dans l'idée aujourd'hui de devenir une entreprise à mission, peut-être, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est le chemin. Et le chemin, c'est donc créer du lien social, je l'ai dit tout à l'heure, et puis protéger l'environnement, la biodiversité. Donc c'est vraiment ces 2 missions qui sont vraiment importantes pour nous, et on va faire en sorte que dans ce qu'on fait en mécénat, ce qu'on fait en sponsoring, ce qu'on fait pour le territoire, correspondent à ces 2 ambitions, et toujours en lien avec nos métiers. Et alors, comment est-ce que ces engagements s'appliquent auprès de vos équipes? Alors, si je prends les valeurs, une écoute importante des collaborateurs, bien sûr, l'entretien annuel d'évaluation, l'entretien professionnel, les réunions CSE où on est vraiment à l'écoute. Beaucoup de formation, on sait que l'obligation légale de formation, c'est 1%. On est en fonction des années à 2% ou 3%. Donc on sait qu'aujourd'hui, un collaborateur qui va bien vivre son métier, c'est quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui est compétent, à qui on offre la possibilité d'évoluer dans son métier ou de faire grandir son métier, mais sur des compétences techniques, des compétences de savoir-être, et puis des nouvelles compétences un petit peu plus digitales. Et là, par exemple, on vient de signer un contrat avec Winabi, qui est une plateforme digitale Internet, qui vont permettre à nos collaborateurs, sur ces 4 ans, puisqu'on est rentré dans un nouveau projet d'entreprise qui s'appelle Changeons ensemble pour vivre mieux. L'idée, c'est qu'à horizon 2024, ils puissent tous, s'ils le souhaitent, contribuer à une action sur le territoire. L'idée, c'est qu'on démarre cette année. L'idée, c'est que 50% peuvent faire une action, mais si c'est déjà 80%, c'est génial. On leur offre une demi-journée par an. S'il y a des actions qui durent une journée, ils vont prendre un demi-RTT, mais on va pousser sur cette plateforme des besoins des associations, soit pour nettoyer des plages, soit pour faire des tris dans des ressourceries, soit pour aller dans des résidences de 3e, 4e âge, quand ça sera possible, hors contexte sanitaire, pour faire des lectures. Donc on les accompagne dans le vivre ensemble sur ce territoire. Et donc là, encore une fois, il y a une vraie adhésion des collaborateurs? Les collaborateurs, déjà depuis 3-4 ans, avaient, s'ils le pouvaient, déjà nettoyé des plages, déjà aller dans des écoles, faire passer des euros blancs ou pas blancs. Donc on avait déjà, depuis quelques années, je dirais, rendu autonomes nos collaborateurs sur des missions à l'extérieur pour qu'ils portent un message de l'immobilier,
qui portent un message, je dirais, des valeurs de l'entreprise et qui portent finalement un message de dire que quand on a la chance d'être sur un territoire qui se développe, on se développe du développement du territoire, il faut lui rendre quelque chose. D'accord, ouais, donc c'est vraiment dans la continuité d'une démarche qui avait déjà été installée il y a quelques années. Ok. Et donc, toi, justement, si on revient sur toi et à titre personnel, j'ai l'impression que tu sembles un homme engagé. J'ai lu que tu avais récemment pris la tête du Fonds Solidarité Grand Ouest qui accompagne financièrement les associations en Maine-et-Loire. Alors sur 12 départements. Et je me demandais si c'était important pour toi, justement, d'être une personnalité engagée, d'être un dirigeant engagé aujourd'hui. Alors ce qui est important pour moi, c'est d'être aligné. Je ne peux pas dire à mes collaborateurs prenez une demi-journée, prenez une journée sur des associations si finalement je ne m'appliquais pas ça à moi-même. Après, je me l'applique parce que je sais que ça me fait du bien. Finalement, donner du temps aux autres, contribuer à ce que des populations plus fragiles se sentent mieux. Donner, c'est recevoir. Donc finalement, je pense que je ne suis pas né altruiste. Il y a des gens dans leur comportement. Ils le sont plus naturellement. Moi, c'est venu avec l'âge. Alors, j'ai 49 ans, j'ai 4 enfants. Donc une maturité, des échanges avec mon épouse qui font que finalement, donner du temps à l'extérieur, ça m'est devenu plus normal avec l'âge. Et finalement, je me dis, on a la chance de développer une entreprise familiale. Cette entreprise va bien. Consacrons du temps aux populations plus fragiles. Et quelles sont, outre ce fonds de dotation, quelles sont les causes aujourd'hui qui te mobilisent ? Alors, la RSE, tout ce qui va pouvoir contribuer à ce que les TPE, PME et grandes entreprises aillent plus vite par rapport aux enjeux qui sont les autres, les enjeux climatiques, les enjeux sociaux. Donc finalement, avant d'être président du fonds de dotation, j'étais président d'une petite association Planète RSE, petite pas du tout pour la valoriser, loin de là. Et du coup, cette association, elle œuvre pour faciliter justement les premiers pas des démarches RSE des TPE, PME. On fait un audit, une photographie à 360 degrés, ce que fait déjà l'entreprise. Et finalement, sur les 5 piliers de l'RSE, social, sociétal, gouvernance économique et environnementale, ça lui permet de construire un plan d'action. Donc là, j'ai été président 2 ans. La gouvernance, c'est comme ça, c'est 2 ans, c'est très bien. Là, aujourd'hui, je suis vice-président pour accompagner les 2 nouveaux présidents qui sont arrivés, des personnes du CJD, Centre des jeunes dirigeants. Il y a ça dans l'ADN de ce mouvement. Ce qui m'a permis de prendre une autre présidence. À nouveau, je ne m'étais pas dit, tiens, un jour, je serai président d'une association. Mais quand on m'a proposé ça il y a 3 ans, Arnaud Bailly, je me suis dit, si je deviens président d'une association, il faut vraiment que ça fasse du sens. Pour moi. Après, être président d'un club de foot associatif, ça a aussi du sens, puisque ça crée du lien social, on reste toujours là-dessus. Et là, le fonds de dotation, c'est finalement de faire profiter la Banque Populaire Grand Ouest, puisque la fondation et le fonds de dotation, c'est la Banque Populaire Grand Ouest, c'est leur faire profiter de mon expérience, leur faire profiter de mon envie de continuer à développer ce fonds, et puis de mon carnet d'adresses. Et finalement, sur des associations diverses et variées, sur les 12 départements de la BPGO. Se rendre utile. On va parler association maintenant, si tu veux bien, puisque tu nous as raconté donc l'histoire de ton association avec tes 2 associés, Laurent Thierry, donc ton cousin, et Vincent Cavé. Je me demandais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous répartissiez les rôles au sein du cabinet. Alors, c'est assez simple et puis ça évolue en fonction de la taille de l'entreprise. Laurent, lui, supervise toute la partie copropriété, développement copropriété, et puis la gestion des baux commerciaux, donc les baux professionnels, les baux commerciaux, les commerces, les magasins, les bureaux, puisque c'est une mission que faisait avant son papa. Vincent Cavé s'occupe de toute la partie gestion locative et développement des relations avec des promoteurs et des réseaux. Et moi, du coup, je suis un petit peu plus en retrait de l'opérationnel et je travaille avec les fonctions support que je donnais tout à l'heure, donc tout ce qui est comptabilité, finance, lien avec les banques, la partie communication, marketing, digital, RSE, les projets de croissance externe, puisqu'on a fait quelques dossiers ces dernières années. Donc voilà, on se répartit bien les missions et ce qui est hyper important, c'est la communication entre nous. Un déjeuner toutes les semaines, très rarement annulé, et une réunion hebdomadaire aussi, où à la fin de cette réunion, on invite notre responsable des ressources humaines pour parler de toutes les équipes, des besoins des équipes, des besoins de recrutement, des dossiers. Donc ça, pour nous, c'est la semaine type. Il doit y avoir énormément
d'échange. Et quand je parle avec des copains qui sont associés à 2 ou 3, ce qui peut différer ou ce qui peut être l'un de nos facteurs clés de succès, c'est cette grande transparence et communication entre associés. Ça allait être ma prochaine question, justement. Ça donne, d'un point de vue extérieur, et c'est ce qu'on se disait en off, ça donne vraiment l'impression que votre association fonctionne. Tu dirais, ouais, vraiment la clé, toi, ton conseil, ce serait de favoriser la communication entre Vraiment, associés. et alors, évidemment, la confiance, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais se dire que finalement, l'associé qui prend cette mission-là, il le fait mieux que je pourrais le faire. En disant, OK, je peux le faire. Ben, il le fait mieux, du coup, je dois lui laisser sur son terrain et jamais d'essayer de grappiller sur son terrain. Donc une grande confiance, un respect mutuel. Et puis, alors si, c'est important, ça je ne l'ai pas dit, 2-3 fois par an, oui, on se fait une journée au vert. Tous les 3 ? Hyper important, tous les 3. C'est pas un codir, c'est entre nous. Et de se dire, effectivement, quelles sont les ambitions de chacun. Et revoir les ambitions, les envies, ce qui nous permet, après, quand on travaille avec nos équipes sur le projet d'entreprise, là, pendant 4 ans, d'être déjà alignés entre associés. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour des collaborateurs de voir finalement des dissensions, des tensions entre les associés. Alors, nous, de toute façon, il n'y en a pas. Mais parce qu'on a fait le point régulièrement et le point 3 fois par an en disant, OK, quelles sont la direction ou les directions vers lesquelles on va aller. On est aligné sur ce que doit être le digital, on est aligné sur nos engagements RSE et on est aligné sur le projet d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un projet de développement régional. Il a fallu se dire, tiens, est-ce qu'on va à Paris ou pas? C'est vrai que le Grand Paris, quand on travaille dans l'immobilier, il fait rêver, mais en même temps, on est des gens de province, donc on va laisser Paris aux Parisiens et on va faire un focus sur les villes en développement, Rennes, Dinard, on aimerait bien aller à Angers, on aimerait bien aller en Vendée et rester finalement à 2 heures de Nantes pour 2 raisons. Un, parce que ça permet à nos responsables métiers, nos responsables support, d'aller sur ces agences sur la journée sans avoir des journées harassantes. On part le matin, on revient le soir. On a fait une journée de travail qualitative avec les équipes locales et on revient le soir, on est en famille, il n'y a pas de problème d'hôtel, de surfatigue. Et puis 2 heures de Nantes, ça permet aussi en termes de DRSE de ne pas avoir des émissions de gaz à effet de serre ou de CO2 importantes. Il y a même des rendez-vous parfois qu'on va pouvoir honorer en y allant en train. Donc effectivement, il y a le bien-être du collaborateur, de nos collaborateurs, pas plus loin que 2 heures. Et puis un lien aussi avec nos engagements environnementaux. D'accord. Donc ça, c'est vos ambitions pour les prochaines années, c'est vraiment de se développer. Développement régional, dans mais régional. 2 heures de Nantes maximum. Ouais. Il y a un grand engouement des villes de bord de mer. Hein. Moi, j'ai des neveux ou des cousins de ma femme qui sont parisiens et qui, pendant le Covid, ont loué des maisons. Voilà, parce qu'ils pouvaient faire du télétravail. Ou des personnes qui en ont marre de Paris et qui viennent à Saint-Nazaire ou Gardes. Donc je pense que oui, c'est l'avenir. Toutes ces villes sur la côte vont continuer à se développer en espérant effectivement que ça puisse être conciliable d'un point de vue, je dirais, urbanistique. Et on pourrait d'ailleurs se poser la question de est-ce que c'est encore le bon moment pour investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est encore le cas? Je pense que c'est toujours le bon moment. Alors les prix sont élevés, oui, c'est vrai, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arrêter. Je dirais pas de s'envoler, mais de grimper. Les taux d'intérêt sont très bas. Aujourd'hui, on peut emprunter sur 20 ans à 1% environ. On a des taux d'inflation qui sont bas. Donc finalement, il faut continuer. Il faut que les jeunes investissent tôt, même en locatif, quitte à être locataire de sa résidence principale. Mais on a toujours cette problématique comme tous les pays, de retraite. Donc investir tôt dans l'immobilier, c'est investir dans quelque chose de tangible qu'apprécient vraiment les Français parce que finalement c'est du concret, c'est de la pierre, même si les prix sont plus importants qu'avant, avec les taux d'intérêt bas, ça reste très intéressant. Et justement, donc on parlait de votre organisation suite à cette crise, suite à ce premier confinement, tu nous parlais de télétravail. Quel est le bilan que vous en tirez aujourd'hui? Alors la chance qu'on a eue, c'est que finalement, on avait testé le télétravail depuis 6 mois. Avant la crise, c'était une volonté de le mettre en place, de le tester, de faire confiance à nos collaborateurs, de lâcher prise pour un dirigeant. Alors maintenant, on se dit oui, c'est facile. À l'époque, avant que le Covid arrive, proposer le télétravail, c'est un lâcher prise et c'est pas si facile. Donc ça, les collaborateurs ayant testé, je crois qu'il y avait 20 ou 30 personnes qui testaient, impulsé bien sûr par une volonté du service RH en accord avec la direction. Le service informatique était prêt, donc basculer, ça a été plus simple grâce à ça.
Il y a eu énormément de travail, bien sûr. Je ne vais pas le sous-estimer du service informatique. Énormément de travail après sur tout ce qui est gestion de salaire avec le chômage partiel, mais c'est encore un élément plus technique. Et puis aujourd'hui, on sait définitivement, moi j'entends encore des copains dire ouais, on va revenir après. Nous, non, c'est pas notre volonté. On va pas du tout revenir en arrière, mais on fera attention à pour qui c'est bien le télétravail et pour qui c'est pas bien. Et quand je dis c'est bien, c'est pas moi qui vais juger. C'est les collaborateurs qui vont nous dire une journée j'aime bien, 2 journées j'aime bien, 3 journées j'aime bien. On n'ira pas au-delà. Parce que quand on veut faire avancer un projet d'entreprise, c'est aussi en le vivant au quotidien dans l'entreprise et avec ses collègues. Donc voilà, 3 jours, tu disais pour tout à moi, l'heure c'est un maximum. que les collaborateurs quand même souhaitaient en plus revenir travailler un peu dans l'entreprise. Oui, c'est, Oui. enfin, Ce lien social, ce j'imagine, lien leur social, manque. Ouais. pouvoir redéjeuner avec des collaborateurs quand ça sera possible. À nouveau, comme beaucoup, c'est trouver le meilleur équilibre pour chaque personne. Donc, c'est d'individualiser la relation au travail. Et ça, il va falloir accompagner nos managers. Ce qui est clé, c'est que le manager, il va avoir un rôle encore un peu différent par rapport à avant, encore presque plus complexe. C'est de faire encore plus du sur-mesure sur chaque collaborateur et réussir à percevoir les signaux faibles parfois quand la personne fait un petit peu plus de télétravail. Et alors, en 2024, vous allez avoir 100 ans. Oui. C'est un sacré événement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour fêter ce bel anniversaire ? Alors, on n'a rien écrit. En revanche, dans le projet d'entreprise 2024, le premier objectif, c'est de se dire on veut être neutre en carbone sur nos déplacements professionnels. Alors, si on arrive à être neutre en carbone sur la totalité, formidable, mais j'en doute, hein, il faut du temps. Mais neutre en carbone, c'est une certitude. Après, 2024, c'est vrai que c'est les 100 ans du cabinet Thierry, mais c'est aussi les JO à Paris. Donc, on va voir si on peut inviter des collaborateurs ou des clients aux JO. Moi, j'aime beaucoup le sport, donc pourquoi pas. Mais de toute façon, une belle fête, évidemment, avec nos collaborateurs. Je reviens sur cet objectif d'impact neutre en carbone sur vos déplacements professionnels. Comment est-ce que concrètement, vous allez mettre ça en place ? Alors, l'idée, c'est d'économiser bien sûr des kilomètres. Ce qu'on a commencé à faire avant d'économiser, c'est on a compensé. Alors, c'est pas la meilleure solution. C'est souvent ce qui marche, c'est des et, c'est rarement des ou. Donc, on a travaillé depuis déjà 2-3 ans avec une association qui s'appelle Reforest Action. Donc, dans certaines actions, on a commencé à planter pas mal d'arbres. Et puis, on travaille maintenant depuis 1 an avec une autre association qui s'appelle Écoterie. Donc, on a un planning pendant 4 ans pour planter un petit peu plus de 6000 arbres qui va permettre de compenser une partie de nos émissions sur nos déplacements. La mise en place de mobilité douce, donc toutes les agences ont été équipées de vélos, mais pareil, accompagnées d'une pédagogie parce qu'on s'aperçoit que les collaborateurs, certains ont peur tout simplement, d'utiliser le vélo, ce en quoi ils n'ont pas tort parce que c'est dangereux. Donc effectivement, c'est bien de faire des formations, de la pédagogie. Notre parc de véhicules, il est en train de se verdir. On avait déjà un véhicule électrique partagé, il va y en avoir 2. Les voitures, l'année prochaine, elles seront toutes à 100%. Il y en a à peu près 15, un petit peu plus. On sera à 100% en électrique chargeable ou rechargeable hybride. Donc ça, c'est important. Et puis, la mise en place définitive de tout ce qui est visioconférence et télétravail va nous permettre de réduire énormément nos émissions sur la partie déplacement. Alors, on a parlé des enjeux aussi pour les prochaines années de vos lignes directrices. Est-ce que vous avez toujours cette volonté de rester un cabinet familial indépendant ? Ah oui, toujours, comme ça, on sera peut-être moins appelé par des groupes. Non, l'entreprise aujourd'hui, c'est la 4e génération. Moi, j'ai la chance d'avoir 4 enfants, mon autre associé 4 et 5. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir si une 5e génération peut émerger, avoir envie, être suffisamment compétent. Donc voilà, le projet aujourd'hui, c'est des projets de 4 ans, 4 ans par 4 ans. Donc voilà, donc il n'y a pas de volonté aujourd'hui de vendre avant de voir si nos premiers aînés auraient l'envie de travailler avec nos côtés, comme on a fait avec mon papa et mon oncle. Voilà, donc pour l'instant, on verra. Si c'est pas possible, s'il n'y a pas d'envie, bah oui, il faudra trouver une autre solution. Mais pour l'instant, c'est celle-ci qui a notre préférence. Alors, on va parler un peu de ta vision de dirigeant. Raconte-nous un peu à quoi ressemble finalement ton quotidien à la tête de Thierry Immobilier. Alors, c'est une question pas facile, ça. Mes journées sont finalement, c'est comme beaucoup de mes collaborateurs, toutes différentes parce que c'est des métiers de service.
pas là. Tiens, par exemple, ce matin, notre réunion d'associés, c'est le jeudi. Et du coup, jeudi, vendredi, je suis pas au bureau parce que je suis 2 jours dans un club immobilier. On se voit 3 fois par an et on se parle des métiers de transaction, de gestion, mais bien sûr, on parle management, on parle clientèle. Donc, c'est important pour un chef d'entreprise d'être finalement quelque part entouré et de savoir sortir de l'entreprise. Prendre des nouvelles idées, sortir un peu de son contexte. Donc, par exemple, voilà, jeudi, vendredi, je suis pas là. Et donc, comme je suis pas là jeudi, on décale la réunion d'associés. Donc, la réunion d'associés, elle a démarré ce matin à 8 heures. Ça fait aussi partie de mon métier de communiquer sur l'entreprise et de véhiculer des messages positifs, constructifs pour les PME qui ont envie d'aller vers une démarche RSE. Pour moi, les RSE aujourd'hui, c'est de l'innovation. Voilà, c'est très varié. C'est du quotidien, ce que j'aime encore, même si l'idée, c'est de prendre du recul et puis travailler un peu, d'avoir des idées sur la stratégie et d'être au contact de collaborateurs. D'accord. Et quelles sont justement pour toi les compétences clés pour diriger une entreprise comme celle-ci? Alors, je dirais pas comme celle-ci, je dirais comme toutes les autres. Je dirais savoir bien s'entourer. C'est clé. Alors, en tout cas, si on veut que l'entreprise grandisse, moi, on était 20 en 2000 et là, on est 150 ou 155. Donc, bien sûr, il faut satisfaire ses clients, mais à partir du moment où on les satisfait, il va y avoir un bouche à oreille qui va faire qu'on va avoir d'autres clients. Donc, il y a un moment, il faut embaucher. Donc, faire confiance. Et puis savoir s'entourer. Et une fois qu'on a capté ses collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient épanouis, donc leur donner, je dirais, un terrain de jeu qui soit suffisamment large pour qu'ils soient autonomes, qu'ils ne deviennent pas indépendants mais autonomes, les former, les accompagner, donc se dire qu'on a envie de vivre une aventure commune, qu'on est en raccord sur les projets, et finalement c'est ce à quoi je m'attache tout le temps, qu'ils soient aussi épanouis que je peux l'être moi, sur leur capacité à répondre efficacement aux clients parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils sont libres dans leurs réponses. Voilà, ça c'est important. D'accord. Et justement, tu parles de formation. Est-ce que toi, à titre personnel, tu te fais former ou accompagner dans ce rôle de dirigeant? Alors, moi, pendant 10 ans, j'ai eu la chance d'être au CJD, Centre des jeunes dirigeants, hein, qui est un mouvement national avec des antennes locales. C'était un mouvement qui a été créé dans les années 35-40. C'est l'entreprise au service de l'homme qui soit client ou collaborateur. Donc là, on a des formations pas techniques puisque chacun vient de métiers différents. On a des formations de développement personnel que j'ai suivies il y a quelques années, qui m'ont fait du bien en tant qu'homme et en tant que dirigeant. On a beaucoup d'échanges. Donc finalement, que je sois un dirigeant d'une entreprise de service ou que j'ai pu discuter avec des copains d'entreprises plus petites, on a de toute façon les mêmes problématiques qui sont des problématiques de ressources humaines. Comment faire avec nos collaborateurs et puis comment faire avec nos clients. Et puis aujourd'hui, je suis dans un autre mouvement qui s'appelle DRO. Là, c'est une association dirigeants responsables de l'Ouest. On met toujours l'homme au cœur et on met finalement la planète et l'environnement au cœur. Donc à nouveau, je pense que ce qui m'a construit sur mon rôle de dirigeant et ce qui me construit encore, c'est la chance d'être 3. Moi, j'ai jamais connu la solitude du dirigeant et j'invite chaque dirigeant qui est seul actionnaire ou finalement seul dirigeant, on va dire, c'est de rentrer dans des réseaux, alors que ce soit le CJD, que ce soit dans d'autres, pour pas vivre effectivement les bons moments seuls, partager les bons moments, et puis quand c'est dur, hein, comme ça a été avec le Covid au tout début ou d'autres, de pouvoir avoir une épaule ou une oreille bienveillante pour pouvoir discuter et échanger. Ouais, avoir des retours d'expérience un peu Exactement. différents. Ouais. Donc ça, ce serait vraiment tes conseils que tu donnerais à d'autres entrepreneurs qui souhaitent se lancer demain? Partager. Alors nous, voilà, on dit on est 3 associés. Le capital, c'est 3 fois un tiers, c'est hyper clair. Alors je recommande pas 2 fois 50 parce que c'est toujours important. Nous, dans les décisions qu'on prend avec Laurent et Vincent, c'est l'unanimité. Donc effectivement, celui qui n'est pas d'accord doit se laisser convaincre finalement par les arguments des 2 autres. Et ça nous a plutôt bien réussi pour l'instant. Alors, on va s'intéresser un peu à Nantes, puisque Rayon Nantes est un podcast nantais. Donc, vous êtes un cabinet qui est établi à Nantes depuis sa création, on en parlait tout à l'heure. Vous êtes devenu incontournable dans l'immobilier sur le Grand Ouest et vous êtes très dynamique sur le territoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment? Alors, je sais pas, depuis 5 ou 10 ans, voilà, on essaye d'être plus utile au territoire, hein, c'est vraiment ça. C'est passé par du sponsoring. Le plus ancien en sponsoring, c'est le Snook Tennis, parce que j'y joue et du coup, voilà, je fais en sorte de contribuer au développement de ce club. Plus récemment,
Le marathon de Nantes, même si malheureusement ça a été décalé pendant 2 ans, et je dirais finalement c'est un événement plus important voilà, sur l'échelle du territoire, je dirais 44 et même au-delà. Et puis c'est de pouvoir inviter nos clients à avoir des dossards sur le marathon, aussi nos collaborateurs, et puis les associations, ce qui est vraiment presque encore plus important pour moi. On accompagne maintenant depuis 7 ans une association qui est Toi à moi, qui est une association qui a plus de 10 ans maintenant, qui a été cofondée par Denis Castin, qui est toujours à la tête de cette association, et puis Greg Morvan qui est parti, qui achètent des logements. C'est assez rare dans un business model d'association. Ils achètent des logements avec les dons des particuliers. Et avec les dons des entreprises, des mécènes comme nous, ils vont accompagner des personnes qui étaient éloignées de l'emploi, qui étaient éloignées de tout malheureusement, parce que souvent des gens qui étaient dans la rue. Et on a eu envie, avec Laurent et Vincent, de tendre la main vers cette association. Nous, notre métier, parfois en gestion locative, on refuse des dossiers parce qu'ils ne sont pas solvables. Tout simplement parce qu'on a des ratios de solvabilité, nous, avec les assurés avec qui on travaille. Donc parfois, ça nous arrive de ne pas tendre la main. Ça fait partie du métier, ce n'est pas la partie la plus agréable, mais nos propriétaires nous demandent d'être vigilants là-dessus pour être sûr d'avoir des loyers payés régulièrement. Ça nous a paru, je dirais... légitime ou bien de dire il y a un moment, il y a aussi nous on fait partie de cette chaîne de l'immobilier, cette chaîne du logement. On sait que pour se construire, c'est important déjà d'avoir un toit. Voilà. Et du coup, c'était plus qu'un clin d'œil de dire voilà, on va accompagner cette association pour que des gens dans la rue puissent avoir un toit et avoir un accompagnement, je dirais, moral, psychologique, pour qu'un jour, ces personnes puissent retrouver un logement social et pour qu'un jour, ils puissent éventuellement retravailler. Voilà, donc ça, voilà, on fait ça depuis longtemps. Et au-delà de ces projets-là, j'avais lu, ou je ne sais plus si on en avait parlé tous les deux, que vous aviez été aussi mécène notamment de l'Arbre au Héron. Ah oui, ouais. Oui, c'est vrai, on est mécène depuis 2 ans pour faire rayonner Nantes. Évidemment, la culture à la nantaise, c'est un projet d'ensemble qui mêle la culture, qui mêle le savoir-faire industriel, et qui est un projet de culture tous ensemble, puisqu'il va y avoir une partie qui sera bien sûr gratuite, comme c'est très bien le faire à Nantes, et puis il y a des choses qui seront payantes, mais on aime bien de cette idée de la culture à la nantaise, où il y a une partie qui est accessible parce que visible, et puis il y a des choses en revanche qui seront payantes. Et donc on espère, alors, j'ai plus les dates exactement, parce que le projet parfois il prend du retard aussi avec la crise sanitaire, mais je pense qu'il y a l'éléphant qui est formidable, il y a le manège, mais c'est pas son nom. Le carrousel. Ouais, le carrousel. Et puis toutes les autres machines de l'île. Là, il va y avoir l'Arbre au Héron. Je pense qu'on on détient avec l'Arbre au Héron la possibilité que Nantes devienne finalement une destination week-end et pas forcément une destination à la journée. Il y a d'autres villes que je ne vais pas citer qui peuvent attirer plus facilement sur 2 ou 3 jours. Je pense qu'avec l'Arbre au Héron, en plus, qui est une offre supplémentaire touristique, Nantes va pouvoir devenir une destination phare nationale et même européenne. Alors, je suis jamais, moi, j'ai mes intérêts de chef d'entreprise. Si Nantes est visible, Nantes se développe. Voilà, donc au-delà de la culture, parfois on fait du sponsoring, du mécénat, un peu d'un point de vue où on peut avoir un retour. Je pense qu'effectivement, plus Nantes rayonnera, plus elle se développera, plus les gens ont envie de venir vivre ici, parce qu'il fait bon vivre, tout simplement. Et si on se projette un peu, justement, comment est-ce que tu souhaites voir évoluer le cabinet Thierry Immobilier dans ce paysage nantais ? Toujours sur cette notion d'utilité, à être présent sur des projets associatifs vraiment qui font du cœur, enfin qui font du sens, c'est parce qu'il y a du cœur, ouais. Et puis un développement, je l'ai dit, raisonné. Nous même dans notre projet d'entreprise, il est noté que on cherche une croissance de 5 à 10, on ne va pas chercher 15 ou 20, ça ne nous intéresse pas, pour que 100% des collaborateurs soient capables de suivre cette croissance, ces formations, ces changements. Donc finalement, c'est de toujours s'inscrire dans la durée. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu apprécies dans cette ville ? Alors j'ai la chance d'être souvent à 2 roues.
Donc voilà, de pas trop vivre la circulation, parce que je suis à deux roues avec mes petites jambes. Donc ça, je suis un vélo. Sinon, je suis à moto. Donc c'est de pouvoir me déplacer librement, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde quand on passe tout de suite à un 4 roues. Tous les espaces verts, je crois que c'est l'une des villes où il y a le plus de parcs. Alors, je crois que justement le jardin extraordinaire, il me semble que c'est le 101e. Donc ça, j'apprécie beaucoup pouvoir m'évader. Moi, je cours encore un petit peu moins, mais beaucoup courir sur le parc de Procès, la Chésine, l'Erdre. Donc ça, je pense que c'est une chance inouïe qu'ont les Nantais de pouvoir s'évader. Alors, au début du Covid, on n'a pas pu, mais rapidement, on a pu retourner dans les parcs et dans des lieux comme ça. Ça, je trouve ça formidable. L'accès à la culture et puis le développement, le développement de la ville qui crée des opportunités professionnelles pour tout le monde, parce que grâce à Saint-Nazaire, on est resté fort en industrie. Voilà. Et puis, grâce à la politique de la ville, Nantes est vraiment, je crois, la deuxième ou la troisième ville la plus tech et start-up de France. Donc, ça permet aussi de recruter ou d'attirer des profils sur ces technologies-là. Alors, depuis le 19 mai, les bars, les restaurants, les musées, les boutiques ont réouvert. Est-ce que tu aurais des bonnes adresses à partager aux auditeurs de Rayonnante ? Alors oui, le message, je crois que moi, j'ai jamais acheté sur Amazon. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais je consomme local. Suite au Covid, ça m'a particulièrement donné envie. Donc j'ai fait 1 ou 2 achats pour chez moi, 100% français. Un meuble vinyle, par exemple, parce que voilà, j'écoute beaucoup de musique sur des vinyles. Donc acheter français. Non, j'ai pas de bonnes adresses. Je vais Place Diarme parce que j'aime bien acheter en brocante aussi des vieux vinyles. Donc la brocante, tiens, voilà, moi c'est un lieu où je me sens bien. J'aime flâner le samedi matin. Voilà. Très bien. Et merci beaucoup en tout cas, Benoît. On va s'arrêter là. Merci, Éléonore. Merci pour ton temps et la qualité de cette interview. Bonne journée. À très bientôt, toi aussi. Merci pour votre écoute. J'espère que ma discussion avec Benoît vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Ça nous aide beaucoup. Pour suivre l'actualité de Rayonnante et me contacter, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.